bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, dédiée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui d'histoire et de sociologie de l'alpinisme au 19e et 20e siècle, en compagnie de Delphine Moraldo. Si vous appréciez ce podcast, rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr, vous retrouverez tous les autres épisodes ainsi qu'un bouton PayPal qui vous permet de le soutenir financièrement. Vous trouverez aussi une boutique avec les t-shirts, les mugs qui permettent de le soutenir. La semaine prochaine, nous parlerons de Molière pour l'année 2022 qui marque le 4e centenaire de sa naissance. Tout de suite, direction les Alpes et l'Himalaya. Merci et très bonne écoute. Je suis en compagnie de Delphine Moraldo, bonjour. Bonjour. Vous avez publié l'an dernier L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e au 21e siècle, aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous êtes professeur en classe préparatoire, vous enseignez les sciences sociales, docteur en sociologie. Vous faites partie du centre Max Weber et ce livre donc étudie l'alpinisme sous un angle à la fois sociologique, historique, puisqu'on part du 19e siècle où cette pratique s'est constituée jusqu'à l'époque contemporaine. Ce livre m'a énormément intéressé, d'abord parce que le sujet lui-même est fascinant, l'histoire de l'alpinisme est fascinante, et aussi pour la manière de mettre en œuvre une démarche sociologique dans le temps long de l'histoire, appliquée à l'alpinisme, qui est une activité, vous le montrez, relativement inclassable. Peut-être qu'on peut commencer par là. L'alpinisme, c'est pas tout à fait un sport, c'est pas tout à fait un art, c'est une quête mystique par certains côtés, mais ça participe de plusieurs choses à la fois. Est-ce que c'est ce qui vous a intéressé aussi en tant que sociologue ? Alors oui, c'était pas ma question de départ. C'est plutôt une conclusion à laquelle je suis arrivée au fur et à mesure de la recherche. Et c'est vrai qu'assez rapidement, tout en le percevant un peu intuitivement avant, j'ai problématisé avec l'idée que l'alpinisme coupait au travers des catégorisations usuelles en sociologie. Donc en sociologie, les découpages sous-disciplinaires conduisent à faire de la sociologie du sport, de la sociologie de l'art, de la sociologie religieuse, etc., du travail, bon voilà. Et l'alpinisme, je trouvais que on pouvait mobiliser des travaux de ces différents champs disciplinaires pour parler de l'alpinisme, ce qui amenait à repenser en fait la manière aussi dont on faisait de la sociologie d'un objet en rentrant par un objet, parce que l'alpinisme c'est pas strictement du sport. L'alpinisme, vous en faites vous-même, ça vous a intéressé ? C'est pas un intérêt purement académique ? Alors moi je fais beaucoup d'escalade et donc de l'alpinisme rocheux, mais l'alpinisme que je décris dans mon travail c'est vraiment l'alpinisme d'élite, les grands alpinistes et le grand alpinisme. Et ça, c'est une modalité de l'alpinisme que je pratique pas du tout. Et d'ailleurs, en tant que sociologue, ça m'a empêché de faire de l'ethnographie parce que je pouvais pas suivre les alpinistes que j'interrogeais dans les montagnes. C'était bien trop dur pour moi. Mais oui, je connais en fait de l'intérieur un peu ce milieu-là. Et du coup, est-ce que l'enquête est née de là ? Elle est née de cette curiosité d'avoir fréquenté des gens, d'avoir lu, parce que c'est aussi une pratique qui est extraordinairement propice au récit. Vous en parlez beaucoup, c'est un des matériaux de votre livre. Le récit, on pense au Conquérant l'inutile, qui est un classique du début des années 60 de Lionel Terray, je crois. Oui, tout à fait. Donc c'est une activité qui passe beaucoup par l'écriture. Est-ce que ça vous a séduit ? Est-ce que vous êtes rentré dedans comme ça ? Eh ben non, en fait, je suis vraiment rentrée par la pratique depuis un très jeune âge. Contrairement d'ailleurs à plein d'amis à moi qui font de l'escalade comme moi et qui sont rentrés par ces récits, et contrairement aux alpinistes que j'ai interrogés, moi je suis rentrée dans cet objet parce que j'ai fait un séjour d'1 an à Cambridge, où j'enseignais le français. Et Cambridge possède des bibliothèques spécialisées, puisque c'est un des berceaux de l'alpinisme. Et j'avais accès à ces bibliothèques en tant que prof invité à Cambridge, donc j'ai pu me rendre compte du matériau qu'il y avait, et ça m'a permis de rentrer dans cette recherche pour mon Master 2. Voilà. Un Master 2 qui s'est poursuivi en thèse, et une thèse qui, du coup, est une thèse de sociologie, tout à fait, mais avec un matériau qui est aussi historique et qui est travaillé dans le temps. Comment vous vous situez du point de vue des méthodes et du point de vue de votre démarche ? Alors, je me suis beaucoup posé la question au début pour justifier que je faisais bien de la sociologie. Puis j'ai arrêté d'essayer de le faire. Je me suis rendu compte que à ce stade de recherche, en fait, c'était pas si important que ça. Mais pour moi, c'est une thèse de sociologie, même si on a tendance à m'affilier à l'histoire. Je me rends compte avec la sortie du livre. C'est une thèse de sociologie parce que j'ai une problématisation sociologique. Je m'interroge sur l'excellence. Qu'est-ce qui fait l'excellence dans une pratique ? Et la périodisation, elle vient après. Et en fait, je me calque pas sur une périodisation déjà existante. J'ai l'impression de la découvrir par le travail empirique. Alors, effectivement, ça correspond à des choses qu'on retrouve dans des travaux historiques, mais j'ai pas particulièrement de formation historique. Et mon questionnement, vraiment, je le sens comme sociologique et j'utilise des concepts et des auteurs avant tout sociologiques, avant d'avoir lu des historiens.
Ceci dit, ça donne une enquête qui, à mon avis, relève à la fois de l'histoire des sciences sociales et de la sociologie, parce qu'au fond, il n'y a pas forcément de coupures disciplinaires, elles existent a priori, mais le travail empirique, finalement, amène à croiser les deux, puisque vous travaillez ce matériau dans le temps. Alors, vous avez dit sociologie de l'excellence, vous avez parlé d'élite tout à l'heure. À quel groupe des alpinistes et à quel type de pratique vous êtes intéressé et pourquoi ? Alors, je suis rentrée par l'objet grand alpiniste. À l'origine, et mon premier questionnement un peu large quand j'étais en Master 2, c'était de m'interroger sur les trajectoires des grands alpinistes. Comment on devient grand alpiniste ? Qu'est-ce que ça signifie ? Petit à petit, j'en suis amenée à me demander ce que signifiait l'excellence dans une activité comme l'alpinisme. Et c'est à partir de cette idée d'excellence que j'ai définie comme un rapport à soi, un rapport à la pratique, un rapport aux autres, que j'ai forgé cette idée d'esprit de l'alpinisme. Donc ça a été étape par étape, mais je suis rentrée par un questionnement très classique de trajectoire, en fait, trajectoire de vie, voilà, et très sociologique du coup. Alors l'alpinisme, il y a une association qui peut paraître évidente. Tout le monde n'a pas les moyens de partir en montagne. L'idée de l'excellence et de l'élite, est-ce que c'est pas aussi lié tout d'abord à des conditions matérielles très concrètes qui permettent de passer du temps en montagne, en particulier au moment où cette activité se constitue ? Alors tout à fait. C'est vrai que à l'époque victorienne, au milieu du 19e siècle, quand l'alpinisme apparaît, au Royaume-Uni d'ailleurs en premier, ce qui peut paraître contre-intuitif, il faut déjà du temps en fait pour aller dans les massifs montagneux, les Alpes à l'époque. Il faut les moyens financiers pour vivre dans les Alpes, il faut les moyens financiers pour employer des guides. Donc c'est une activité qui, de facto, est réservée à une élite économique. Mais aujourd'hui encore, quand on regarde les statistiques des clubs alpins, le CAF par exemple en France, ou l'Alpine Club en Angleterre encore plus, ou même les statistiques de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, on voit que c'est quand même des pratiques qui attirent les classes favorisées, les cadres et professions intellectuelles supérieures. Et c'est là que la sociologie vient en renfort, en fait. C'est aussi une pratique culturelle. L'alpinisme, en tant que sport, est une pratique culturelle qui attire certaines fractions des classes favorisées, indépendamment de l'investissement financier, en fait, derrière. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre maintenant. Alors effectivement, votre livre travaille toute une série de paradoxes qui tiennent au fait que c'est pas les habitants des montagnes qui produisent nécessairement les grands alpinistes, mais des lieux et des milieux sociaux qui sont au départ parfois très éloignés. Vous avez dit la Grande-Bretagne, ça paraît contre-intuitif. Effectivement, le Ben Nevis n'est pas le point culminant des îles britanniques, n'est pas aussi important évidemment que les Grandes Jorasses ou l'Eiger ou l'Annapurna. Donc, qu'est-ce qui fait que d'un pays comme la Grande-Bretagne naît la pratique alpinistique ? Alors en plus, les Anglais vont pas se tourner d'abord vers leur propre massif. Ils vont déjà aller dans les Alpes. Alors le Mont Blanc est déjà escaladé par des Français en 1786 et 1787. On connaît bien l'ascension de Saussure. C'est la deuxième ascension. Mais l'alpinisme moderne, avec cette volonté de faire des ascensions nouvelles, qui apparaît dans les années 1840-50, ça c'est les Anglais. Alors c'est tout l'objet d'une grande moitié de mon livre de l'expliquer. C'est la naissance d'une... Il y a un faisceau de facteurs, une bourgeoisie nouvelle, en fait, issue de la révolution industrielle, qui apparaît d'abord en Angleterre, qui a les moyens d'aller dans les Alpes et le temps d'y aller, qui a une mentalité particulière, une mentalité assez impérialiste à l'époque, une volonté de conquête, parce que l'alpinisme, ça se comprend plus comme de la conquête d'un territoire vierge, en fait, que comme une performance sportive. Un contexte géopolitique plutôt favorable, il n'y a pas de conflit sur le territoire britannique à l'époque. Et puis, tout un ensemble de facteurs culturels. C'est en Angleterre qu'a inventé le sport. C'est une pratique qui est faite pour forger le caractère des élites masculines à partir des années 1840. Et l'argument que je développe dans ma thèse, c'est de dire que ce sport qui forge la mentalité des élites, cet esprit du sport, en fait, va être transféré dans l'alpinisme par les premiers alpinistes qui vont en fait à défaut de pouvoir mener des campagnes d'exploration très lointaines parce que ces industriels notamment, mais c'est aussi des professeurs, c'est des avocats, ils ont pas le temps en fait de faire ça. Et donc les Alpes, c'est un peu leur manière de pratiquer cet esprit du sport à portée de main pendant quelques semaines l'été. Et puis après l'hiver, et puis il y a plein d'autres petits facteurs. L'idée romantique, par exemple, qui imprègne les esprits, l'idée du sublime. Voilà, il y a des facteurs esthétiques aussi qui peuvent expliquer cette
cette entrée plus précoce des Anglais dans cette pratique. Alors vous avez dit qu'ils transposent le sport, l'esprit sportif et puis des modes de formation des élites issus des public schools, issus des grandes universités également. Pourtant, c'est pas défini comme un sport et c'est pas pensé comme un sport. Non. Parce que ce qui est important, c'est plus que le règlement sportif du rugby où il faut être fair play et respecter les règles. Là, ce sont des règles non écrites. Alors comment on passe d'une activité sportive codifiée à une activité, l'alpinisme, qui se veut exploration d'un terrain de jeu, d'ailleurs c'est une métaphore qui revient souvent, le terrain de jeu alpin, etc., avec des règles non écrites? Alors en fait, ça correspond à une définition du sport, mais une définition qui devient rapidement archaïque du sport, qui est ce sport des années 1840-50, qui n'est pas encore professionnalisé, donc un sport amateur, un sport pour forger le caractère, où naît l'idée de fair play, de dignité, etc. Et cette conception très bourgeoise du sport, c'est celle-là en fait qu'appliquent les alpinistes à leur pratique. Une fois que le sport se professionnalise, se démocratise, la démocratisation et la professionnalisation vont de pair, puisqu'il faut pouvoir payer les joueurs de milieux populaires en fait, qui arrivent dans les autres pratiques. Eh bien, la définition du sport change. Et les Anglais restent sur une définition amateur du sport, qui conduit d'ailleurs, quand on lit les textes de la fin du 19e, à parfois se demander de quel sport il s'agit. Parce qu'ils vont dire l'alpinisme est un sport dans le plus pur sens du terme, mais ce n'est pas un sport. Enfin voilà. Donc ça, c'était assez intéressant en lisant les récits de l'Alpine Club. Le matériau de votre enquête, on a un petit peu commencé à le dire, c'est un matériau qui est à la fois autobiographique, avec des textes produits par les alpinistes. C'est d'ailleurs un vrai sous-champ éditorial à part entière aujourd'hui, avec des éditeurs consacrés, avec même des codes, avec des titres qui reviennent presque toujours sur le vertige, l'invisible, la tentation du sommet, etc. Et puis c'est aussi une base de données des premiers alpinistes, et même des alpinistes du XXe siècle que vous avez suivis pour objectiver leur propriété sociale et dire qui étaient ces gens. Oui, tout à fait. En fait, partant de l'idée d'excellence, il a fallu que je donne une assise numérique en fait, à cette élite de l'alpinisme. Donc il a fallu que je la reconstitue. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs bases de données. Donc c'est vraiment essayer de comprendre les contours, enfin de retracer les contours sociaux de l'élite. Donc j'ai utilisé les bases de données des clubs les plus sélectifs, l'Alpine Club en Angleterre et le GHM en France. GHM ? Groupe de haute montagne, donc créé en 1919. L'Alpine Club, c'est 1857, donc c'est beaucoup plus tôt. C'est des clubs sélectifs à la fois sportivement et socialement. Il faut être coopté pour entrer. Bon, voilà. Donc c'est des bourgeois qui sont bons en alpinisme, en gros. Enfin, c'est un peu ça le recrutement de ces deux clubs. Donc j'ai utilisé les bases de ces clubs. À un niveau un peu plus restreint, j'ai moi-même cherché qui étaient les grands alpinistes qu'on retrouvait dans les travaux historiques, dont la biographie était écrite. Voilà. Et puis j'ai travaillé en dernier sur les autobiographies de ceux qui avaient eu le temps aussi et qui s'étaient sentis légitimes pour publier leur autobiographie, ce qui nécessite aussi certaines conditions sociales. Donc ça, c'est plusieurs bases que j'ai utilisées pour approcher les contours de cette élite, et c'est forcément imparfait, biaisé et même subjectif, parce que je vois encore aujourd'hui des alpinistes que j'aurais pu rajouter dans cette base et que je connaissais pas. Voilà. Donc j'ai fait ça, et les autobiographies, je les ai analysées plus précisément de manière qualitative en fait, pour regarder les étapes de la socialisation à l'alpinisme et puis les manières d'envisager l'excellence de ces alpinistes. L'intérêt de passer par les clubs, c'est aussi que ces clubs, ils ont une assise institutionnelle, ils ont leurs revues, et ces revues, elles publient par exemple les nécrologies de leurs membres. Donc on peut aussi approcher la régularité et la manière dont ces gens se définissent eux-mêmes et définissent les contours de ce qu'a été un grand alpiniste. C'est pas seulement l'auto-présentation, mais c'est aussi la présentation par les pairs qui permettent d'objectiver un petit peu les contours de ce groupe. Oui, tout à fait. En fait, j'ai aussi lu les articles des journaux alpins de ces clubs depuis leur création, en insistant beaucoup sur les débuts. Il y a une grosse littérature produite par ces clubs, et les nécrologies, dans la lignée de ce que faisaient Bourdieu et Saint-Martin quand ils parlaient des nécrologies de normaliens, en fait, en disant que ces nécrologies, ça permettait de voir ce qui faisait l'esprit de corps, parce qu'on va célébrer certaines qualités partagées par tous et célébrées par tous. Et dans ces nécrologies d'alpinistes, c'est vrai qu'on voit que c'est à la fois leurs exploits en matière d'alpinisme qui sont célébrés, mais aussi leur culture, leur goût esthétique, leur éducation, sur lesquels on insiste beaucoup quand on regarde jusqu'aux années 20 ou 30, même un peu au-delà.
ces nécrologies, il y a une attention très forte sur leur parcours scolaire et même leur parcours secondaire dans les public schools, donc c'est les écoles de l'élite masculine, où on a des degrés de détail qui sont incroyables. On sait qu'il était 3e à tel prix de mathématiques, qu'il a gagné telle compétition sportive, avec des termes que nous, en tant que déjà Français de notre époque, on ne comprend pas. Donc il faut vraiment aller fouiller dans ce que ça signifie. Et on voit bien que là, en fait, tout le monde comprenait dans le club ces références et qu'ils partageaient des références communes. Ils étaient allés dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Voilà. Donc les nécrologies, c'est un super matériau pour étudier ça parce que ça donne vraiment les critères qui rassemblent ces alpinistes, quoi. C'est des alpinistes qui forment donc un entre-soi du point de vue social et culturel, comme vous le dites, mais qui vont aussi définir une certaine manière de grimper, parce que la pratique alpinistique en elle-même consiste à s'élever. Et donc, si on s'élève aussi au-dessus du commun, au-dessus du vulgaire. On comprend bien que là, le rapport à l'excellence, il joue déjà dans la notion même de l'ascension. Mais toutes les ascensions ne se valent pas. Il y a une bonne manière de grimper et qui correspond à une belle ascension dans l'esprit de l'alpinisme. Alors, à la fin du 19e en Angleterre, c'est quoi une belle ascension ? C'est quoi les critères pour dire cette ascension a été faite dans le plus pur esprit de l'alpinisme ? Alors cet esprit de l'alpinisme, cette bonne manière d'escalader, elle vient donc du fair play sportif et en fait elle est exportée du fair play sportif avec l'idée qu'il faut respecter l'adversaire qu'est la montagne et que ce serait trop facile si on utilisait des moyens déloyaux pour vaincre la montagne. Et ça s'applique jusqu'à aujourd'hui. Alors à la fin du 19e, ça dépend si on parle du milieu du 19e ou de la fin du 19e, mais à la fin du 19e, on est à une époque, ça fait déjà 50 ans que l'alpinisme existe, donc on commence à s'intéresser à des sommets secondaires. Les grands sommets des Alpes ont tous été déjà escaladés. Il reste l'Himalaya, il reste le Caucase, il reste d'autres massifs plus éloignés et il reste des ascensions secondaires, enfin des itinéraires bis, quoi, si on veut. Oui, puis des faces nord, des faces nord, les trois grands problèmes des Alpes. Oui, alors ça c'est les années 30, mais effectivement on commence il n'y a plus de sommets vierges et du coup on doit choisir des itinéraires plus difficiles. À cette époque-là, la corde, par exemple, est acceptée. On considère que c'est loyal d'utiliser une corde, alors qu'au tout début de l'alpinisme, enfin plutôt de l'escalade en fait, au Royaume-Uni, certains la refusaient en trouvant que c'était triché. Les Anglais refusent les pitons, qui sont créés au début du XXe siècle par des Allemands ou des Autrichiens. D'ailleurs, je ne sais plus qui invente le piton. Alors, les Anglais le refusent. C'est le moyen déloyal par excellence, le piton. Les crampons sont refusés également. Ils trouvent que c'est triché. Alors, il y a des controverses là-dessus. L'oxygène, on n'en parle pas encore. Et puis, à cette époque-là, les guides, qui sont aussi un moyen pour arriver à un sommet, commencent à être... Il y a des débats sur les guides. En fait, Mummery, par exemple, grand alpiniste anglais de la fin du 19e, fait de l'alpinisme sans guide. Les vieilles générations le critiquent en disant qu'il prend des risques inconsidérés. Les nouvelles générations l'admirent en disant que c'est l'avenir de l'alpinisme, parce qu'un guide, c'est tricher, en fait, et que l'alpiniste doit, par lui-même, arriver à un sommet. Voilà, donc une ascension dans les règles de l'art, c'est pas une ascension seulement réussie, mais c'est une ascension réussie sans artifice, sans avoir triché avec soi-même, avec la montagne, ce qui d'ailleurs peut provoquer des controverses parce que dans les récits d'ascension, on ne peut pas toujours vérifier si quelqu'un a vraiment fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire réussi en tant de temps, sans aucune corde, sans aucun piton. Les pitons, c'est les points fixes creusés dans la montagne, les points de fixation métalliques fixés dans la montagne. Du coup, il y a aussi des controverses parce que tout le monde n'est pas d'accord, soit sur la définition de ce fair play, soit sur le respect de ce fair play. Oui, tout à fait. Alors, avec la subtilité que, étant donné que c'est un sport, je dis sport, mais j'entends sport entre guillemets, c'est un sport de gentleman, et un gentleman n'est pas censé mentir. Donc ce statut de gentleman garantit normalement la véracité des propos. Et on ne remet pas tellement en cause à cette époque-là, et notamment en Angleterre, la véracité des propos d'un alpiniste, que les moyens qu'il aurait utilisés et qu'on aurait constatés. Donc un alpiniste qui va planter un piton sera complètement discrédité, mais on le suspectera pas de mentir à cette époque-là. Alors il y en a peut-être qui ont menti, mais en tout cas, être un gentleman et mentir, c'est presque impossible par définition dans l'état d'esprit de ces hommes. Si on reste un instant sur la fin du 19e, vous avez évoqué la question des guides, elle est très intéressante parce qu'avec ces grimpeurs venus des classes supérieures britanniques, on trouve des gens issus du monde rural, français, suisse principalement, qui vivent à la montagne, qui ont eux-mêmes une pratique de la montagne mais pas du tout codifiée de la même façon, qui vont souvent faire des ascensions ensemble, mais lorsqu'ils arrivent tous les deux au sommet, c'est l'alpiniste britannique qui est reconnu, pas le guide, en tout cas dans un premier temps. Donc là, l'articulation elle est complexe entre deux pratiques de la montagne qui sont à la fois complémentaires
complémentaires, nécessaires l'une à l'autre, mais en même temps aux antipodes idéologiques en quelque sorte. Oui, et ça c'est assez complexe à saisir, et à première vue c'est même énervant en fait, parfois à première vue, parce que les premières ascensions tout au long du 19e sont attribuées aux alpinistes, et parfois on ne cite pas les guides alors que les guides sont ceux qui mènent la cordée. Pour les alpinistes de l'époque, on se rend compte que ils admettent volontiers que le guide est meilleur qu'eux, en disant il a toujours vécu dans la montagne, il a le pied montagnard. Ils le comparent d'ailleurs avec des sportifs amateurs et des sportifs professionnels d'autres sports, en disant c'est comme si on mettait un joueur de cricket qui jouait quelques semaines par an face à quelqu'un qui jouait depuis toujours. Voilà. Donc ils admettent complètement que le guide est meilleur, que le guide doit mener la cordée, mais puisqu'il est professionnel, qu'il gagne de l'argent d'une pratique, donc c'est son métier, il contrevient aux valeurs de l'amateurisme central dans l'alpinisme, et pour eux, du coup, c'est comme s'ils jouaient à un autre sport, à un autre jeu. Donc le guide n'a pas le statut d'alpiniste, et ça leur pose aucun problème de s'attribuer le mérite de l'ascension. D'autant que le guide, c'est eux qui le rémunèrent, donc il est finalement, en quelque sorte, leur valet ou leur domestique. Ça rentre aussi dans la conception de ces classes supérieures, entourées d'une domesticité vaste, pour lesquelles on paye pour un service, et ce service est rendu, mais ce service n'implique pas une reconnaissance on ne va pas plus reconnaître son guide que sa cuisinière, par exemple, qui prépare un grand repas pour une réception au retour à Londres. C'est assez ambivalent, en fait, c'est assez complexe à comprendre, parce qu'ils finissent par lier des liens d'amitié avec ces guides, étant donné qu'ils dorment dans la montagne avec eux, qui partagent des moments dangereux, etc., qu'ils partent en expédition avec eux, certains. Donc ils construisent une forme d'amitié avec ces guides, ils les invitent chez eux, ils en parlent dans leurs récits, alors qu'une cuisinière, je ne sais pas si on en parlerait dans son récit, mais en tout cas ils reconnaissent la valeur des guides, ils écrivent leurs nécrologies qui sont parfois publiées dans l'Alpine Journal, le journal de l'Alpine Club. Et dans le même temps, ce sont des serviteurs qui doivent rester à leur place, qui ne doivent pas dépasser les bornes. C'est un rapport de maître à serviteur, teinté de condescendance. Et quand on le lit, on pourrait penser que c'est entre la condescendance et l'admiration, en fait. C'est un peu particulier. D'autant que ça évolue dans le temps, puisque plus on avance dans le temps, plus il y aura une reconnaissance, et même du côté de ces guides, certains qui vont eux-mêmes se devenir alpinistes reconnus comme tels. Donc tout à fait. La situation initiale de grand écart sociologique, elle tend à se réduire un petit peu. Tout à fait, oui. Alors on a évoqué ce caractère très affirmé de la virilité britannique qui passe par l'éducation, qui passe par l'alpinisme un peu comme propédeutique à devenir ensuite colonisateur, gouverneur d'empire, etc. Il y a une série d'absentes, au début en tout cas, ce sont les femmes, où plus exactement elles sont présentes mais de manière métaphorique, puisque l'alpinisme est souvent présenté aussi comme une conquête d'une terre vierge qui permet d'y pénétrer, qui permet... Il y a toute une série de métaphores qui montrent que la conquête de la montagne, c'est aussi une forme d'affirmation de la virilité. Oui, tout à fait. Alors l'alpinisme, de toute manière, comme le sport, c'est forgé pour des hommes, par des hommes. C'est une pratique qui est pensée comme masculine, et donc il y a une exclusion des femmes dès l'origine qui est même pas questionnée. À l'Alpine Club, elles sont admises en 1974. Donc voilà, il n'y a aucun problème à exclure les femmes. Les femmes pratiquent quand même, elles ont leur club qu'elles créent un peu plus tard. Donc c'est des clubs de femmes en fait. Et il y a quelques clubs mixtes en Angleterre. La domination masculine, elle est omniprésente dans l'alpinisme, et c'est vrai que c'est aussi perçu comme le sport, comme un laboratoire de virilité, en fait, un lieu d'apprentissage d'une forme de masculinité. Peut-être que virilité, c'est pas le terme, puisque ça renvoie plus à une forme de masculinité, peut-être des classes populaires, je dis ça. Une forme en tout cas, c'est un apprentissage de la manliness, de la masculinité des classes supérieures. Il existe des femmes alpinistes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se décrivent comme manly. Manly étant pas tellement le fait d'avoir l'air d'un homme, mais de posséder les attributs de l'homme, c'est-à-dire la résistance, le courage, l'honneur, voilà, ce genre de qualité. Et effectivement, la rhétorique des récits d'alpinistes est c'est une rhétorique de domination masculine, effectivement. Et là, je lisais une histoire de l'alpinisme récemment publiée, il y a quelques mois, où le terme défloré est utilisé à chaque page. Et donc les sommets ne sont pas escaladés, ils sont déflorés en permanence. Et je trouve que même aujourd'hui, écrire comme ça démontre bien la prégnance de ces schèmes de pensée, en fait, même aujourd'hui. Vous avez un passage dans lequel vous discutez de la présence de ces femmes alpinistes à la fin du 19e en disant est-ce qu'elles sont vraiment absentes? Est-ce qu'elles sont simplement moins visibles dans nos sources? Est-ce que c'est entre les deux? C'est un débat qui est un débat récurrent en sciences sociales quand on s'intéresse aussi à la littérature, à la formation du canon littéraire, par exemple. Est-ce que l'invisibilité
l'absence, la domination, ça recouvre exactement les mêmes formes d'occultation de présence féminine. Qu'est-ce qu'il en est pour l'alpinisme? Alors les femmes déjà sont discrètes parce qu'on les pousse pas à publier leurs exploits. Donc elles ont aucun intérêt à le faire. Elles n'ont aucun avantage à y gagner, contrairement aux hommes qui gagnent en notoriété, en réseau, etc. Donc ces femmes n'ont pas intérêt à le faire. Elles n'ont pas intérêt à le faire non plus parce que elles veulent pratiquer en paix. Et en fait, les grandes alpinistes de la fin du 19e sont des femmes qui sont très riches, c'est presque toutes des aristocrates. Et donc elles ont les moyens pour aller dans les Alpes, habiter dans les Alpes et pratiquer en paix, avec leur guide, mais sans... Enfin, publier leurs exploits, ce serait une manière d'attirer le regard sur elles et peut-être de les empêcher de pratiquer comme elles le souhaitent. Donc c'est difficile de savoir en fait qui étaient des femmes alpinistes parce que seuls les plus lettrés déjà s'expriment, les plus connus, les plus intégrés dans les réseaux masculins, je pense. Donc en fait, on a très très peu de femmes qui restent et je pense qu'on en oublie plein. D'autant que ça renvoie à la définition même de l'alpinisme que vous donnez, c'est-à-dire qu'on peut être alpiniste au sens de la pratique, mais ne pas être reconnu comme alpiniste au sens de l'esprit de l'alpinisme, du partage de cet ensemble de valeurs qui passe aussi par la célébration de soi et de son groupe. Oui, tout à fait. Et puis même de manière plus simple, en fait, si on ne dit pas qu'on a fait une ascension, personne ne le sait et on est oublié dans l'histoire de l'alpinisme. C'est encore le cas aujourd'hui avec des alpinistes qui font des solos tout seuls dans leur coin, qui font des choses incroyables, mais qui font pas leur propre publicité. Alors les victoriens rejettent l'idée d'autopromotion et de publicité, cela dit, ils le font quand même parce qu'il faut bien s'attribuer les mérites de l'escalade qu'on a faite, donc c'est très paradoxal. Et ces femmes, elles le font pas. Ouais. Il faut bien aussi financer les expéditions suivantes en vendant des livres. Ça, c'est surtout vrai au XXe siècle, mais ça fait partie des déterminants aussi sociaux de cette activité. C'est déjà un peu le cas au XIXe avec certains alpinistes, mais qui le font sans le dire parce que ce serait très mal vu à cette époque. Ce serait contraire à l'esprit du gentleman. Donc par exemple, Whymper déjà publie, alpiniste de l'âge d'or des années 1860, il publie déjà des best-sellers en fait. D'ailleurs, tous les premiers membres de l'Alpine Club qui publient des livres, ça devient des livres très très lus à 15 000, 20 000 exemplaires, dès les premières années. Et puis après, c'est des centaines de milliers d'exemplaires, donc c'est énorme pour l'époque. Et c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus il faut pouvoir financer des ascensions qui sont loin, donc notamment dans l'Himalaya. Une expédition, ça coûte cher. Et se pose la question d'enfreindre les valeurs de l'amateurisme, puisqu'il faut avoir de l'argent pour partir en expédition. Et c'est là que l'esprit de l'alpinisme est menacé, puisque comment rester amateur quand il faut amasser 100 000 euros pour monter une expédition ? Alors on va arriver à ce moment. Avant, il faut sans doute évoquer le début du XXe siècle, qui est un peu le deuxième temps de votre livre, qui est un temps de concurrence, on va dire concurrence entre cet esprit de l'alpinisme britannique et puis d'autres formes de pratiques, d'autres pratiquants d'autres pays, des Français, des Allemands. Notamment, il y a toute une compétition géopolitique autour de l'Eiger, qui va être le premier à escalader la Felsner de l'Eiger. Et puis également des concurrents parfois issus de milieux plus populaires. Alors est-ce que, d'abord sur le cas français, que vous avez comparé, que vous avez étudié, c'est évidemment pas tout à fait une transposition de cet ethos dominant, quasi aristocratique britannique dans la France de la Troisième République. C'est un petit peu différent, la façon dont l'alpinisme se pense, et en même temps le modèle britannique est très prégnant. Oui, en fait j'essaie de montrer qu'il y a à la fois une influence du modèle britannique et une forme spécifiquement française d'alpinisme. Donc il y a les travaux d'Olivier Wabian sur la question de l'alpinisme français, mais qui n'étudie pas les éventuels transferts de l'Angleterre à la France. Donc effectivement, en France, l'alpinisme c'est beaucoup plus ouvert. Le club alpin français, qui est créé 20 ans après l'Alpine Club, donc c'est quand même intéressant pour un territoire alpin. Est ouvert à tous, aux femmes, ce qui est incroyable à l'époque, aux classes populaires. Quand on regarde les membres du CAF, c'est en fait surtout des bourgeois, et c'est pas aussi sélectif socialement que l'Alpine Club, mais presque. Donc en fait les bases sociales de l'alpinisme français sont très proches. Et puis on voit que les Français en fait admirent les Anglais. Ils ont pas, c'est pas la définition dominante de l'alpinisme chez eux, cet alpinisme sportif au sens archaïque du terme, mais en fait ils aimeraient bien avoir les mêmes réalisations que les Anglais, escalader des premières comme les Anglais, etc. Donc il y a quand même et ils rêvent d'être à l'Alpine Club puisque les meilleurs alpinistes français y sont. Donc mon argument c'est de dire il y a quand même un respect en fait de cet esprit de l'alpinisme qui va s'incarner dans le GAHM, le groupe de haute montagne créé en 1919 qui ressemble beaucoup à l'Alpine Club parce qu'il y a des critères d'entrée, il faut avoir réalisé certaines ascensions, il faut avoir accumulé des points en fait. Les ascensions sans guide valent plus que les ascensions avec guide en fonction de l'altitude, de la difficulté. Et puis c'est très sélectif socialement, le GHM, il faut être coopté pour entrer. Donc finalement, on a un espèce de mini Alpine Club en France qui montre que cet esprit de l'alpinisme, il se diffuse. Et encore aujourd'hui, quand on interroge des alpinistes français, ils vont dire les Anglais sont très éthiques, c'est les puristes, les Anglais. Donc il y a quand même encore aujourd'hui cette idée que
les Anglais, ils ont imprimé leur marque dans l'alpinisme et dans l'esprit de l'alpinisme tel qu'il existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à cette question. Ils l'ont imprimé, mais tout en ayant perdu le quasi-monopole qui était le leur dans la seconde moitié du 19e siècle. Le moment où est fondé ce groupe de montagne, 1919, c'est l'entre-deux-guerres, c'est un moment aussi de confrontation nationale, issu de la Première Guerre mondiale et avant la Seconde. Est-ce qu'on peut dire un mot des enjeux géopolitiques de l'alpinisme à cette époque, aussi bien en Europe, avec la confrontation germano-britannique ou germano-française, que plus loin, parce que l'Himalaya commence à devenir aussi un enjeu de plus en plus important des rivalités? Alors, sur le terrain européen, effectivement, on a l'enjeu des grandes faces nord des Alpes, qui sont en fait pas faites par des Britanniques. Là, on voit qu'ils ont perdu leur domination sur les Alpes. Donc, c'est fait par alors les 3 faces nord. Je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, c'est fait par des Italiens et des Allemands et des Autrichiens. Donc c'est eux en fait qui sont à la pointe, pas encore des Français, qui sont à la pointe de l'alpinisme de l'époque. Aussi parce qu'ils utilisent, d'après les Anglais, des outils déloyaux. Les pitons notamment, les mousquetons, qui sont des espèces d'anneaux qu'on passe dans les pitons. Voilà. Donc pour les Anglais, c'est parce qu'ils trichent. Et en fait, ils les traitent d'acrobates, de dérangés mentaux, parce qu'ils pratiquent une forme d'alpinisme qui n'est pas admise en Angleterre. Et effectivement, il y a un enjeu politique à être le premier à faire l'ascension de la face nord de l'Eiger, par exemple, parce que c'est le sommet que tout le monde regarde. En Himalaya, les Anglais en fait, sont plus tranquilles parce que à cette époque-là, donc à partir de 1920, le Tibet ouvre ses portes aux Anglais uniquement. Donc ils ont un monopole en fait sur l'accès à l'Everest par le sud, par le Tibet. Par le nord, pardon, par le Tibet. Et en fait, les Anglais vont pouvoir répéter les expéditions sur l'Everest. Ils en font 7 ou 8 sur toute la décennie. On connaît celle de Mallory de 1924 qui meurt sur l'Everest et on ne sait pas s'il est arrivé au sommet ou pas. Donc les Anglais, perdant dans les Alpes, en fait, vont porter leurs aspirations sur des massifs plus éloignés qui correspondent aussi à leur manière de pratiquer, c'est-à-dire faire des premières ascensions de montagnes qui n'ont jamais été escaladées, donc dans une vision très exploratoire et très liée à la conquête en fait quasi impérialiste de l'alpinisme. Et puis ensuite, le Tibet se ferme, le Népal s'ouvre et le Népal instaure un tour de rôle. Donc chaque nation est à égalité et les Anglais ont de la chance de pouvoir être les premiers à faire l'Everest en 1953, mais il aurait pu se faire que les Suisses qui étaient juste avant eux fassent l'ascension avant eux. Ça s'est joué à pas grand-chose, quoi. Sachant que les Français ont eux fait, comme dit le titre du livre, voilà, le premier 8000. Le premier 8000, l'Annapurna, avec l'expédition Herzog. Avant ça, ou après dans la même période d'ailleurs des années 1950, il y a un autre type de concurrence qui vient remettre en cause cette définition très élitiste de l'alpinisme, c'est celle des milieux populaires qui vont investir l'alpinisme. Alors c'est vraiment des passages que j'ai trouvé très très intéressants dans votre livre pour montrer de quelle manière des ouvriers ou gens issus du monde ouvrier de Glasgow, de Manchester vont s'approprier la pratique de l'escalade et de l'alpinisme, d'abord localement et puis parfois économisant vraiment des bouts de ficelle pour partir quelques jours dans les Alpes, essayer de s'y livrer. Est-ce qu'on peut expliquer les ressorts de cette pratique qui d'ailleurs est vérifiable aussi en France à peu près à la même période? Il y a aussi des gens issus des mêmes milieux sociaux qui accèdent à ce type de pratique de plein air. C'est aussi à l'époque du Front populaire qui valorise le grand air et l'épanouissement sportif avec ce type d'activité. De quoi ça relève cette logique sociale qui voit se diffuser l'alpinisme au-delà de ces cercles initiaux? Alors ça commence en fait à peu près à la même période que le Front populaire. Ça commence suite à la dépression de 1929 en Angleterre où il y a un grand nombre de chômeurs qui, désœuvrés, vont commencer à marcher, voire faire un peu d'escalade ou d'alpinisme local autour des grandes villes industrielles du nord de l'Angleterre qui se trouvent en fait entourées de massifs montagneux qui sont pas si petits que ça, notamment quand on est au niveau de la mer en Angleterre, et qui vont du coup se mettre un peu à la randonnée, à l'alpinisme. Les auberges de jeunesse se développent, donc il y a déjà ce premier facteur. Des clubs ouvriers purs et durs se développent en Écosse notamment, où on rentre que quand on est un dur en fait dans ces clubs. Oui, alors il faut dire un mot de cette expression, les hardmen, oui. C'est comme ça qu'on les surnomme, ces grimpeurs issus du monde prolétaire. Oui, tout à fait. Alors ça c'est une expression qui apparaît plutôt dans les années 50 suite à un club qui s'appelle le Valkyrie Club et qui prendra un autre nom, mais là ça me revient plus. Le Rock and Ice, voilà. Donc c'est des grimpeurs, alors je sais pas si on les connaît en France, Joe Brown, Don Whelan, qui sont des purs ouvriers
ouvriers en fait qui ont arrêté l'école à 14 ans et qui travaillent. Alors ils sont plombiers tous les deux. Voilà, on a ce premier mouvement dans les années 30, ça s'approfondit après la guerre. On ne sait pas vraiment pourquoi en fait ces ouvriers se mettent dans les années 50 plus spécifiquement à aller en montagne, mais ce qu'on observe c'est que bon, ils restent minoritaires quand même parmi les alpinistes. Ils sont très visibles, donc on a tendance à considérer que les années 50 en Angleterre et en France aussi, c'est l'alpinisme ouvrier, mais c'est faux en fait. Quand on regarde les bases des clubs, c'est une minorité, mais c'est une minorité visible. Visible et très forte en plus. Et très forte, voilà. Et en fait, ils sont forts parce que ils sont ignorants des usages en vigueur. Ils ont une approche de l'alpinisme naïve en fait, si on veut. Ils pratiquent entre eux. Il y a une forme d'émulation. Ils pratiquent en dehors des structures anciennes. Ils sont pas à l'Alpine Club. Ils vont prendre des risques considérés comme inacceptable en fait par les anciennes générations et sans connaître les usages en vigueur, ils vont aller dans les Alpes et par exemple Joe Brown va dans les Alpes. La première fois qu'il va dans les Alpes en 1953, je crois, il fait des ascensions incroyables. En fait, il fait des premières déjà dans les Alpes qui seront répétées par les Français difficilement après, qui sont là à la pointe de l'alpinisme. Parce qu'ils sont, ils osent tout en fait, et ils prennent pas le temps de suivre la carrière traditionnelle d'alpinisme. Oui, et puis le fair play pour eux n'a pas la même valeur. En tout cas, ils n'ont pas été socialisés de la même manière. Donc du coup, ce qui est tenu comme impossible pour leur père d'origine aristocratique ou bourgeoise, eux ont aucune raison de s'imposer des barrières morales, mentales, en tout cas pas de façon si rigide. En fait, ils respectent quand même les outils en vigueur, c'est-à-dire qu'ils vont pas planter des pitons. Sur le point de vue de l'éthique, ils sont très respectueux des usages parce que leur ascension serait invalidée de toute manière s'ils trichaient en fait. Par contre, c'est vrai qu'ils s'embarrassent pas de barrières mentales en fait, ils y vont. Ils sont très critiqués par certains membres de l'Alpine Club qui disent mais il faut commencer avec des guides, à faire un apprentissage à petits pas, j'exagère, mais et puis l'alpinisme pour les générations antérieures et pour les hommes de l'Alpine Club, les bourgeois de l'Alpine Club, ça reste quand même un loisir cultivé. En fait, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas prendre trop de risques parce que ça ne reste qu'un sport. Un sport au sens de loisir cultivé, du gentleman qui ne va pas non plus risquer sa vie. Il y en a beaucoup qui meurent finalement, mais on ne doit pas trop en faire parce que ça signifierait qu'on accorde trop d'importance en fait à la pratique. Ce qui tendrait vers un peu l'éthique du professionnel, ce qui est très critiquable. Et eux, en fait, prennent des risques nouveaux. Par contre, faisant ça, ils vont augmenter le niveau de l'alpinisme anglais, très vite être inclus dans ces clubs qui les rejetaient à l'origine et devenir des modèles. Donc ils vont faire passer un cap à l'alpinisme anglais, justement en repoussant un peu les barrières de l'engagement qui étaient posées par leurs prédécesseurs. Alors on va voir ce dépassement des barrières en parlant des grandes ascensions dans l'Himalaya, qui est un peu le dernier temps de votre livre. Avant, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expédition sur l'Aconcagua en 1954 ? J'ai trouvé ça fascinant, ce moment où des alpinistes prolétaires français, en gros, arrivent à financer une expédition lointaine et qui participe de ce même modèle très engagé d'un alpinisme un peu détaché des convenances bourgeoises. Oui, alors en fait, au même moment en France, on a effectivement des alpinistes d'origine populaire qui eux aussi s'imposent sur le devant de la scène. Alors en France c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup de guides en fait, donc c'est pas en Angleterre pour les expéditions sur les grands sommets himalayens c'est essentiellement des élites sociales qui sont sélectionnées. En France c'est le cas, mais on a aussi des guides qui y participent, mais on a des laissés pour compte qui sont ces alpinistes alors parisiens d'origine ouvrière qui ont appris sur les rochers de Fontainebleau et qui eux aussi veulent leur place en fait en Himalaya, mais qui ne sont pas invités dans les expéditions nationales. Et donc on a ce groupe avec notamment Parago et Berardini qui ont écrit une espèce d'autobiographie commune qui s'appelle 20 ans de cordée et qui est une des grandes autobiographies françaises, écrite à deux mains, puis une des très rares écrites par des ouvriers, en fait, par des alpinistes ouvriers, qui vont avec 4 autres ouvriers, en fait, jeunes ouvriers comme eux, monter cette expédition dans les Andes. Alors, ils vont vendre toutes leurs possessions pour pouvoir la financer. Finalement, ils obtiendront des financements par la suite, mais ils expliquent qu'ils ont tout vendu. Ils ont acheté un billet aller en se disant de toute façon, on peut mourir en montagne, donc on va pas gâcher de l'argent pour acheter un billet retour, on verra bien. Et puis ils se font prêter de l'argent et ils y vont. Et en fait, ils réussissent cette ascension, mais ils la réussissent un peu tragiquement puisque c'est d'ailleurs bien décrit dans le livre. Ils veulent absolument finir. Ils enlèvent l'un d'entre eux enlève ses gants pour terminer. Et en fait, ses doigts gèlent et la plupart d'entre eux reviennent amputés, sauf Parago, qui est le seul
et qui a presque honte d'être le seul rescapé d'ailleurs. Aucun ne meurt, mais ils reviennent sérieusement amoindris en fait, physiquement. On le rappelle, pour les gens qui nous écoutent, ne pas enlever ses gants en très haute montagne. C'est pas forcément une bonne idée. Alors on arrive à ce moment qui est le dernier temps du livre, qui est la confrontation finalement de l'esprit de l'alpinisme avec la modernité, une modernité à la fois technique, et puis la modernité aussi des expéditions lointaines, de l'Himalaya, des sommets de plus de 8000 mètres, qui à la fois remet en cause les pratiques antérieures et en même temps les confirme. Et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, vous montrez à quel point, après une phase un peu tâtonnante, se voit confirmer l'esprit de l'alpinisme avec tous les gens qui disent finalement les grosses expéditions en Himalaya avec 2000 porteurs, avec 30 tonnes d'équipement, avec des cordes fixes partout pour conquérir le premier tel ou tel sommet de 8000 mètres, c'est plus comme ça qu'on veut faire. On veut faire un alpinisme qui soit un alpinisme respectueux, là aussi, de la montagne et de l'esprit de l'origine. Oui, tout à fait. En fait, cette idée de fair play face à la montagne, c'est vraiment le fil directeur depuis le 19e siècle. Et donc, même si les moyens utilisés pour réaliser une ascension évoluent, on va accepter les pitons, on va accepter l'oxygène, puis la rejeter, on va accepter les cordes fixes, donc des cordes qui sont posées à demeure sur la montagne, puis les rejeter, etc. Donc ça évolue tout le temps. Par contre, il y a l'idée que ces moyens doivent être adaptés à une forme de respect de la montagne. Il faut que l'incertitude demeure, en fait. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, faire l'Everest avec des Sherpas, avec oxygène et avec des cordes fixes, c'est pas du tout considéré comme un exploit. Ce serait plutôt aujourd'hui de faire l'Everest par une voie nouvelle, sans oxygène, sans Sherpa, seul, en bivouacant éventuellement. En style alpin. En style alpin, c'est-à-dire sans utiliser des camps qui sont déjà posés sur la montagne, avec une petite cordée. Et ça, on voit qu'effectivement, au fil de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une manière de pratiquer qui s'impose. Les premières expéditions sur les sommets de plus de 8000 mètres sont des grosses expéditions quasi militaires avec énormément de porteurs, énormément de Sherpas. Donc les porteurs, c'est ceux qui portent le matériel sur les camps et les Sherpas, c'est des espèces de guides, en fait, des guides népalais ou tibétains en fonction de la période. Des guides locaux. Et oui, en fait, une fois que les sommets ont été escaladés comme ça, il faut durcir les conditions de l'ascension parce que maintenant il faut avancer, en fait. Il faut faire mieux que ses prédécesseurs tout en maintenant le fair play face à la montagne. Et on en vient à une pratique qui devient en fait de plus en plus dangereuse et de plus en plus mortelle, puisque l'Himalaya, il y a beaucoup de risques qu'on appelle objectifs, non maîtrisables, des chutes de pierres, des avalanches, des tempêtes, etc. Quand on regarde les données des bases, les bases de données des clubs actuels, les plus sélectifs, comme le GHM, j'ai revérifié tout à l'heure, et sur la dernière génération du GHM, plus de 70% des membres meurent en montagne. Et ça, je pense que c'est lié à la généralisation de l'himalayisme, parce qu'une ascension en Himalaya, c'est jamais anodin, et que y a des risques objectifs qui font, on en entend parler assez souvent en fait, qui font qu'une avalanche est vite arrivée, que l'altitude prive des facultés de base et que la mortalité est beaucoup plus forte en fait. Alors cette transformation liée à l'himalayisme, elle se poursuit. On enregistre l'émission quelques mois après la première hivernale du K2, qui était la dernière montagne de plus de 1000 mètres qui n'avait jamais été escaladée en phase hivernale. C'est une expédition népalaise menée par Nirmal Purjak, un personnage intéressant, atypique dans son rapport à l'esprit de l'alpinisme, peut-être qu'on en dira un mot. Ouais. Je voudrais vous faire écouter la réaction de Catherine Destivelle à cette ascension qui rentre tout à fait dans ce qu'on décrit, c'est-à-dire comment on peut aller plus loin. C'est pas forcément aller plus haut, mais c'est utiliser les bons moyens. On écoute cet extrait. On suit l'éthique que les alpinistes sont donnés aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'oxygène, pas de porteur d'altitude, pas de corde fixe, pas de camp tout le long de la paroi. Ça devient un autre challenge. Et donc c'est comme ça qu'on recule un peu les limites et qu'on innove. Chaque génération innove dans sa façon de réaliser ces grandes parois. Tout à fait, en fait, je suis contente de voir que Catherine Destivelle confirme ce que je dis, parce que c'est une grande alpiniste française. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Nirmal Purja, le Népalais, qui n'est pas un Sherpa, qui a dirigé cette expédition sur le K2, il avait fait les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 6 mois l'année précédente. Et il avait été critiqué parce que pour faire 14 8000 en 6 mois, ce qui est un exploit, il a fallu qu'il utilise de l'oxygène. Et donc, au-delà de 8000 mètres. Et des hélicoptères. Et des hélicoptères, tout de suite en très haute sûr. altitude. Tout à fait. Pour enchaîner ça, il y a un documentaire. Oui, sur Netflix en ce moment. Très intéressant. Et en même temps, on comprend bien qu'on est vraiment à la limite de ce qui est considéré comme. À la limite de l'éthique. Correct par les alpinistes qui le regardent avec un petit sourire en coin parfois. Exactement. Alors, c'est facile
à faire depuis son fauteuil, mais oui, voilà, il a utilisé de l'oxygène et son but c'est de le faire rapidement. Alors ça n'empêche pas que c'est incroyable ce qu'il a fait, mais voilà, je pense que ce K2 en hiver avec des moyens loyaux, en fait légitimes, c'est une réponse aussi aux critiques qui ont été faites d'avoir triché, utilisé les camps de base, utilisé les cordes fixes sur ces 14 8000. Et effectivement, là, pour le coup, c'est dans le plus pur style. Il faudrait le faire en solitaire, peut-être, pour que ce soit encore plus difficile. Voilà, et là, on voit que c'est la persistance de cet esprit qui se reconfigure, c'est-à-dire que l'excellence, c'est plus comme en 1875, être le premier à monter sur tel sommet, mais c'est être le premier à faire une traversée entre 3 sommets en 24 heures, en solo, en style alpin, en hiver. Et du coup, c'est la forme qui définit l'excellence plutôt que l'ascension elle-même. Oui, il faut toujours être le premier à faire quelque chose, hein, mais effectivement, tous les grands... alors, il reste beaucoup de sommets qui n'ont pas été escaladés dans l'Himalaya notamment, donc ça, ça reste l'objectif de beaucoup d'alpinistes. Effectivement, sur les sommets considérés comme faciles maintenant, comme l'Everest par exemple, par la voie normale, c'est plus un critère de grandeur et d'excellence, donc il faut faire l'Everest et un autre sommet dans la même journée, comme, je sais pas ce qu'ils ont fait, je crois que c'était 2 autres sommets qu'ils avaient fait le même jour, mais voilà, il faut faire toutes les faces nord en solo, en les reliant par des moyens non électrisés, non motorisés. Voilà, on fait du ski sur le Gasherbrum, enfin voilà, il y a oui, c'est vrai toute une série d'expéditions. On descend en parapente, voilà, donc des choses qui en fait reviennent à une pureté des moyens. En fait, on en est toujours un peu là, et à des choses donc plus difficiles, à plus d'engagement, toujours dans cette idée de respecter le fair play du grand alpiniste. Alors avec un paradoxe dont vous montrez qu'il continue de travailler ce milieu social et ce groupe professionnel, même si c'est compliqué de parler de groupe professionnel, parce que la pureté des moyens, ça a pour corollaire l'impureté de la publicité, des sponsors, d'une professionnalisation toujours compliquée. Donc il y a un paradoxe aussi au cœur de la pratique contemporaine de l'alpinisme, puisque des gens qui vont chercher la pureté du geste technique en haute montagne, ils ont besoin de passer beaucoup de temps à financer, faire de la communication, chercher des sponsors, etc. Là, il y a une tension qui reste constitutive de l'activité. Ouais, c'est très ambivalent parce qu'il y a toujours cet idéal amateur qui demeure. Et d'ailleurs, on continue de parler des amateurs et des professionnels en alpinisme. Et amateur, ça ne veut pas dire petit alpiniste, ça veut dire amateur au sens du 19e du terme. Et il y a toujours cette ambivalence, même chez les guides. Lionel Terray, dans les années 60, dans Les Conquérants de l'inutile, il parle de prostitution honorable. Et pourtant, c'était considéré comme un grand guide. Voilà, un grand alpiniste, et lui-même a un peu honte du fait de gagner de l'argent de l'alpinisme, de gagner de l'argent aussi des récits d'ascension. Aujourd'hui, on le remarque également. Donc il y a toujours ce côté paradoxal d'une certaine honte à gagner de l'argent de l'alpinisme, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Si c'est des ascensions où on est ami avec les clients, où il y a une forme de nouveauté, et des ascensions variées, ça passe mieux qu'avec un objectif non sportif derrière, comme le fait Lionel Daudet, par exemple, qui est un alpiniste né au début des années 70, fin des années 60, il y a toujours un cadre plus large à ses ascensions. Il va faire le Tour de France par les cimes. Voilà, il y a une problématique, en fait, quasi culturelle, ou philosophique à ses ascensions. Donc là, ça passe. Mais les ascensions purement financées par un sponsor, North Face, Red Bull, etc., ça passe un peu moins. Et d'ailleurs, les Anglais, certains que j'ai interrogés, sont extrêmement critiques en disant... Il y en a un qui m'expliquait qu'être sponsorisé par North Face, c'était comme être financé par le régime nazi, et que les alpinistes qui ont fait la face nord de l'Eiger en 1938, financés par le régime nazi, c'est la même chose que les alpinistes actuels sponsorisés par North Face. Ils grimpaient pas suivant des motifs purs. Et ils n'étaient pas désintéressés. Voilà. Alors justement, cette critique très dure par un alpiniste britannique aujourd'hui, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que la Grande-Bretagne dicte toujours les normes en la matière, puisqu'on voit maintenant qu'il y a des expéditions népalaises, mais il y a évidemment il y a eu des Polonais, il y a eu des Japonais, il y a eu des Slovènes. Il y a aujourd'hui un milieu absolument internationalisé. Quelle est la place des Britanniques dans ça ? Est-ce que c'est nostalgique sur la grandeur perdue de l'ère victorienne, ou est-ce qu'il y a toujours un peu la prétention à dicter quels sont les canons de la bonne escalade, du bon alpinisme ? Non, je pense qu'il y a plus une nostalgie de la grandeur perdue. Je pense que cet esprit, en tout cas, on reconnaît qu'il est anglais quand même.
Il y a une reconnaissance de l'antériorité de l'Angleterre et du purisme des alpinistes anglais. Après, maintenant, l'Angleterre fait partie des autres nations et bon, au moins, l'esprit anglais a été adopté par les autres. Et l'Angleterre reste le pays qui est toujours critique face à certaines évolutions. Les piolets d'or, par exemple, qui sont une récompense des meilleures ascensions. Distribué chaque année, l'Angleterre est très critique face à ce prix parce que c'est un prix sportif et on ne devrait pas récompenser. C'est un dévoiement. Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, l'année où ils ont dirigé le jury des piolets d'or, ils l'ont donné à tout le monde, ce qui a été très mal reçu par les alpinistes français qui voulaient un gagnant et les Anglais refusaient qu'il y ait un gagnant parce qu'on ne compare pas des ascensions, c'est pas un sport, il n'y a pas de podium. Enfin voilà, donc ça, je trouve que c'est assez révélateur de la manière dont cet esprit résiste plus fortement qu'ailleurs en Angleterre. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture ou de visionnage à donner à ceux et celles qui nous écoutent ? Oui, tout à fait. Où est-ce que je l'ai posé ? Ah oui, voilà, je voulais trouver le titre exact. Alors, c'est un livre d'Andy Cave, qui est un alpiniste anglais, né en 1967. Donc en anglais, ça s'appelle « Learning to Breathe », apprendre à respirer. C'est publié en 2005 et en français, ça a été traduit. Ça s'appelle « L'ombre et la lumière ». Et en fait, j'ai trouvé que c'est un de mes matériaux d'enquête, une autobiographie d'alpiniste. Mais c'est vraiment intéressant à la fois historiquement et sociologiquement, parce que sociologiquement, c'est le récit d'une ascension sociale qui croise historiquement la grande histoire sociale de l'Angleterre. C'est un mineur, donc il arrête l'école à 14 ans, il travaille à la mine, et à la faveur des grèves de mineurs des années de 84-85, il arrête du coup son travail à la mine, se remet aux études, découvre l'alpinisme, et c'est via l'alpinisme en fait qu'il se met à lire les récits d'alpinisme et qu'il reprend ses études et il devient finalement docteur en sociolinguistique et il étudie le vernaculaire des mineurs de sa ville du Yorkshire. Voilà. Donc il y a une ascension sociale par l'alpinisme et pour l'alpinisme qui est intéressante. Et puis par ailleurs... C'est le Richard Hogarth de la montagne. Un peu, ouais, tout à fait. C'est vrai que... Et c'est un récit qui est... il y a une ethnographie en fait des mineurs qui est faite dans ce texte et c'est pas que des successions d'ascensions. Et par ailleurs, ce livre, donc au même moment que Andy Cave était nominé, il l'a pas eu pour le Piolet d'or pour une ascension de 97, où d'ailleurs un de ses compagnons de corps demeure à ses côtés. Il est aussi nominé pour le Boardman and Tasker Prize, qui est un prix littéraire sur les livres de montagne en Angleterre qu'il gagne. Donc il le gagne en 2005 à la suite de la publication de son livre. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il est à la fois sportivement et littérairement reconnu par ses pairs dans le milieu de l'alpinisme. Et c'est un livre qui est, je pense qu'il n'a pas été traduit pour rien, qui est intéressant au-delà des ascensions qu'il décrit. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.